Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver ici à Accra, la capitale du Ghana, pour une émission exceptionnelle de TV5 Monde International avec RFI et le journal Le Monde. Notre invité est le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté cet entretien et de nous accueillir ici au Palais présidentiel avec Marilyn Bomar du journal Le Monde et Sophie Malibaud de RFI. Bonjour, Monsieur le Président, je voudrais vous proposer pour commencer cet entretien d'écouter ces quelques mots du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. C'est des mots qu'il a prononcés en décembre dernier à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On l'écoute, il est inquiet. Nous honorons donc aujourd'hui les défenseurs des droits de l'homme qui risquent leur vie pour protéger leurs semblables face à la montée de la haine, du racisme, de l'intolérance et de la répression. Les droits de l'homme sont assaillis de toutes parts. Les valeurs universelles se délitent, l'état de droit est en recul. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous appartient clairement et collectivement de défendre les droits de l'homme pour chacun, partout dans le monde. Monsieur le Président, vous avez été, avant d'occuper cette fonction, avocat des droits de l'homme. Votre travail a été salué sur cette question. Est-ce que vous partagez l'inquiétude du secrétaire général des Nations Unies? Entièrement. Je pense que ce qu'il a dit, c'est quelque chose de très important comme description du monde actuel. Et les loyautés qu'il montre à ces principes sont important pour nous tous. Je pense que Guterres, dans cette déclaration, a parlé pour nous tous dans le monde. Alors je partage entièrement. Vous partagez entièrement ces quelques sentiments. mots. Votre pays, le Ghana, est salué pour l'état de sa démocratie, de sa liberté d'expression, de sa liberté de la presse. Vous avez été d'ailleurs un des acteurs pour que cette liberté existe quand vous étiez ministre de la Justice à une autre époque. Mais il y a cette question qui interroge des démocraties en général, par exemple même les États-Unis, c'est celle de la question de la peine de mort. Ici, au Ghana, elle existe aussi, comme aux États-Unis, la peine de mort. Elle n'a pas été utilisée depuis 1993. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a encore 150 personnes qui sont condamnées à mort dans vos prisons. Est-ce que vous, le défenseur des droits de l'homme, vous pensez qu'il faut l'abolir, cette peine de mort? Personnellement, oui. Mais je pense que dans ce schéma, en tant que leader du pays, en tant que président de la République, je dois partager, ou pas partager, mais je dois prendre en compte, si vous voulez, l'opinion de toute la société, pas seulement la mienne. Heureusement pour nous, on n'a pas jusqu'ici, depuis 30 ans, 40 ans, fait appel à la peine capitale. Elle n'a pas été exécutée depuis 1993 exactement. Depuis 25 40, ans, 26 ans. Oui. C'est plus que ça. Alors, ça veut dire que ça existe sur le papier, mais ce n'est pas appliqué. La question est quand on va essayer de le nettoyer sur le papier. Est-ce que c'est un de vos objectifs? Pas tellement. Je pense qu'il y a des choses plus importantes. Il y a d'autres priorités? Pour les Ghanéens. Leur vie économique. Et on est dans un pays où la pauvreté est assez aiguë, toujours. Alors, ça, c'est mes préoccupations importantes, mes priorités. Et majeures. Mais surtout parce que ce n'est pas quelque chose qui est vivant dans notre société. La peine de mort, oui, ça existe. Mais ce n'est pas appliqué. Alors, si ce n'est pas appliqué, pourquoi on va... Parce qu'il y a 150 personnes dans vos prisons qui sont aujourd'hui condamnées à mort. Oui, mais qui sont... L'exécution de cette... Elle n'arrivera pas. Elle n'a pas été appliquée. Alors, avant de poursuivre cet entretien, Monsieur le Président, je vous propose ce point assez rapide sur l'actualité de votre pays et votre parcours. C'est un focus, il est signé Lou Bureau et Emmanuel Marty. On regarde.
Ce jour-là, et pour la première fois de l'histoire du Ghana, vous, Nana Akufo-Addo, accueillez sur votre sol un président français, l'occasion de vous exprimer sans détour sur votre relation aux anciennes puissances coloniales. Nous devons sortir l'Afrique de cette mentalité d'assistés et de mendiants. Quand on regarde les ressources du continent africain, c'est nous qui devrions donner de l'argent aux autres. Un discours qui rapidement enflamme la toile. Vous y prônez une Afrique forte, autonome, indépendante de l'aide occidentale. En quelques mois, vous devenez une véritable star des réseaux sociaux, porte-parole d'une nouvelle fierté africaine, aussi à l'aise en habits traditionnels qu'en costard-cravate. D'autant que vous prenez rapidement des décisions qui détonnent sur le continent. Il n'y a aucun doute, nous n'allons pas prolonger le programme d'aide du FMI qui arrive maintenant à sa fin. Pour le moment, cela fonctionne. En 2018, le Ghana est la première croissance du continent africain, plus de 60 ans après avoir été le premier pays d'Afrique noire à obtenir son indépendance. Le pays est aussi un modèle démocratique dans une région encore en proie au terrorisme et à l'instabilité. Votre parcours est lui intimement lié à l'histoire du Ghana. Vous avez construit votre carrière d'avocat entre la France et la Grande-Bretagne. Vous êtes candidat au poste de président, 2 fois sans succès, la 3e est la bonne. L'un de vos chevals de bataille, la jeunesse et l'éducation. Nous avons la population la plus jeune sur le continent le plus riche, mais avec les pires conditions de vie. Ce paradoxe ne peut être rompu que par l'éducation. Parmi les nombreux défis à relever, la corruption, notamment dans le milieu du football. Autre enjeu, l'environnement. Le Ghana possède les plus grandes décharges électroniques au monde. Pour faire avancer votre pays, vous voulez vous appuyer sur la diaspora, notamment celle aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et comme vous aimez à le répéter, We can do it. We can do it. We can do it. Monsieur le Président, we can do it, on peut le faire. Vous êtes à mi-mandat, ça fait 2 ans que vous avez été élu. Votre élection a été saluée pour sa transparence. Votre pays est souvent cité comme un symbole de la démocratie en Afrique. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez rétabli la croissance en 2017, en 2018. Vous avez réduit l'inflation. Vous avez décidé la gratuité dans le secondaire. Quelle est votre priorité maintenant pour le Ghana ? Les priorités restent toujours les mêmes. La façon qu'on va arriver à transformer la structure de l'économie ghanéenne. Jusqu'ici, l'économie ghanéenne a été basée sur la production et l'exportation des matières premières. On n'arrivera pas à soutenir une population qui est très jeune avec une économie aussi structurée. On n'arrivera pas à créer les conditions de développement. Oui, les conditions de développement et wealth, comment on dit ça? Sorry? Wealth. La richesse, avec des économies aussi structurées. Alors, la transformation de notre économie, la transformation de l'économie, si vous voulez, agricole, agraire, à une économie industrialisée, ça c'est l'objectif fondamental de toutes les politiques qu'on mène. Et on est lancé dans ce chemin, mais on n'a pas encore abouti à où on cherche à être. Alors, ce que je peux dire, que pour l'instant, on a essayé de baser l'économie sur des structures plus solides qu'on a inhéritées. Ça, c'est les chiffres que vous venez de sortir. Mais le but de la politique n'est pas encore atteint. Et c'est ça qui reste, moi, notre première priorité, mon devoir fondamental. Ça pousser l'économie ghanéenne dans une façon où ça sera quelque chose d'irréversible pour nous. Mais est-ce que vous n'êtes pas sur un modèle un petit peu 20e siècle de passage par cette case de l'industrialisation, alors que des économistes aujourd'hui imaginent beaucoup plus une économie très techno, une économie du service? Vous êtes dans un pays où le système scolaire fonctionne, vous pourriez essayer de passer directement dans cette étape plus 21e siècle. Ce n'est pas votre choix. Mais ce n'est pas un choix, c'est pas un choix. Les deux choses ne s'excluent pas. Parce que d'abord,
Une économie basée sur le service, il faut servir quoi? La circulation des produits. Et si on reste comme on est né actuellement, ça veut dire qu'on sera toujours pas à l'origine de ces produits, mais à la réception de ces produits. On doit en Afrique, on doit au Ghana, en Afrique, être capable de produire nous-mêmes les choses qu'on consomme, les choses qu'on utilise. C'est ça fondamental. Ce qui est le mieux qu'on construise sur ça, c'est une autre chose. Mais sans ça, on va toujours être dépendant, on sera toujours être à la remorque oui. des autres. Monsieur le Président, pendant votre campagne, vous aviez ce slogan « Un district, une usine ». Ça veut dire plus de 200 usines. Où en êtes-vous de ce programme? Très concrètement, qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en place en 2 ans? On a fait, il y a 44 entreprises qui ont été construites. Mais ça, c'est un programme Monsieur le Président, pas de l'État. Ce n'est pas l'État qui est en train de construire les usines qui appartiennent à l'État. C'est l'État qui cherche à encourager les privés, le secteur privé à prendre les décisions des investissements. Et jusqu'ici, on a arrivé à avoir 84 entreprises placées sous le programme. Et je ne sais pas si on arrivera à la fin de 4 ans à faire 260, ce qu'il y a comme district. Mais on va avancer beaucoup. Et ça, c'est pour produire à l'intérieur, c'est aussi pour donner des emplois, c'est ça votre priorité? Les deux, c'est toujours les deux. Ils marchent ensemble. D'abord, de créer de notre produit de richesse, de valeur ajoutée à la richesse qu'on a. Dans ce continent, les Ghanéens, dans notre pays, on importe presque tout ce qu'il y a à utiliser dans notre économie. C'est pas normal, ça. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas réinvesti sur place, il fuit le pays? Parce qu'on n'a pas de facilités ici. De production. De production. Bien sûr. Mais alors, on vient d'entendre, vous avez décidé que le Ghana reprendrait sa liberté par rapport au FMI, au Fonds monétaire international, en 2019, donc cette année. Pourquoi c'était si important pour vous que vous repreniez votre liberté par rapport au FMI? Parce que c'est important que notre population a le sentiment qu'ils pourraient gérer leur avenir eux-mêmes, sans être dépendants sur les tutelles ou sur les instructions des autres. Le peuple ghanéen, comme les peuples avancés dans tout le monde, les Chinois, les Indiens, les Japonais, les Français, les Américains, peuvent eux-mêmes prendre leur destin en main et créer pour eux-mêmes une société qui est valable. Juste une question pour finir sur le FMI, mais en vous affranchissant du FMI, est-ce que vous n'avez pas peur que peut-être les entreprises privées sur lesquelles vous comptez vous reposer pour lancer l'industrialisation de votre pays, vous n'avez pas peur que ces entreprises soient un peu plus frileuses parce qu'il n'y a plus la tutelle d'une grande organisation internationale? Non, je ne pense pas. Je pense que si la politique qu'on mène, c'est une politique rationnelle, c'est une politique qui est disciplinée. Je pense qu'il faut voir que vraiment, voilà, c'est comme ça se fait en Asie dans le temps, ils voient qu'il y a des gens là qui mènent une politique, qui donnent la confiance à le secteur privé, aux investisseurs, pour investir dans leur économie. Et c'est ça que je voudrais faire. Mais vous êtes arrivé au pouvoir où le pays était déjà très endetté. Il est maintenant à 70% d'endettement, 70% de vos revenus. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous payez des intérêts énormes. Donc cet endettement vous coûte trop cher. Quelle va être votre marge de manœuvre? Comment est-ce que vous pouvez fonctionner? La marge de manœuvre est déjà de faire arranger, de faire
arranger, restructurer notre dette. Et on est en train de le faire. On est arrivé avec un endettement de 73% du dette à PNP, c'est ça que vous Oui, du produit national brut. Enfin, voilà, oui. c'est ça. Et avec la restructuration de la dette qui a été faite ces dernières années, c'est maintenant un chiffre qui est plutôt vers 60% que 73%. Et on va continuer dans ce sens à restructurer la dette et de prendre la dette. Parce que si les gens ont la confiance chez nous, ça veut dire que même si on va emprunter, on va aux bourses ou dans les marchés de capitaux dans le monde, on aura l'occasion d'avoir des emprunts au terme beaucoup plus... Pas trop cher, en fait. Oui, pas trop cher, Voilà. beaucoup plus favorable. Certains estiment... Oui. Ça veut dire que vous misez beaucoup sur le facteur psychologique. C'est quelque chose, pour vous, c'est l'essentiel. C'est important pour le bien-être de tout peuple du monde, qu'ils ont un sens, que vraiment, eux, sont capables de vivre le monde, d'agir dans le monde, de travailler dans le monde pour eux-mêmes, et qu'ils ont des institutions, ils ont des structures qui leur permettent d'avancer dans un chemin, si vous voulez, assez sûr. Oui. Mais parce que les situations que 60 ans après l'indépendance, on est toujours sur le tutelle des Occidentaux, sur le tutelle de l'FMI. Ça, ce n'est pas une situation. Monsieur le Président, vous ne craignez pas, du coup, une autre tutelle, la tutelle de la Chine, par exemple, puisque vous avez signé de nombreux accords avec les Chinois. Les Chinois, d'ailleurs, prêtent à toute l'Afrique dans des proportions énormes. Est-ce que... Les Chinois prêtent à la France. Les Chinois exactement. Prêtent aux Américains. Et qu'est-ce qui fait que ça ne... Parce qu'on regarde avec eux, comme on regarde avec les autres, les termes de relations entre eux. On a signé un contrat qui prévoit l'avancement de 2 milliards à 2 billions. Oui. 2 milliards. 3 milliards. 2 milliards de dollars pour la bauxite. Pour la bauxite. Et en contrepartie, construction de logements, d'infrastructures. Voilà. Mais pas le bauxite dans la matière première. Voilà, on a insisté. Bauxite raffiné. Raffiné, des aluminium et ça. Et voilà le terme. Marilyn, voilà le terme des échanges qu'on est en train maintenant de définir pour nous et les Chinois, qu'on n'est pas prêt à dire que c'est nos matières premières qui sera comment on dit, hypothéquées pour l'argent chinois ou pour les investissements chinois. Et vous avez des garanties, par exemple, que les Chinois emploieront effectivement des employés ghanéens sur ces chantiers? C'est sûr, parce que c'est pas le cas partout. Mais c'est pas ça ici au Ghana. C'est dans votre contrat. On n'acceptera pas cette situation au Ghana. Alors justement, à propos de la main-d'œuvre, vous avez en mai dernier lancé un programme pour donner 100 000 emplois à des jeunes diplômés qui sont au chômage, avec cette idée qu'il faut leur mettre un peu un pied à l'étrier et qu'ensuite ils vont être créateurs eux-mêmes d'entreprises. 10 mois après, il y a déjà un premier bilan qui peut être fait? Pas encore. Pas encore. Pas encore, mais ils ont été pris pour 3 ans. Alors, je pense que c'est à la fin de ces 3 ans qu'on verra bien qui sera la suite. Mais pour l'instant, à part l'emploi qu'on nous a accordé, eux aussi, ils accomplissent des tâches très importantes dans notre système. Dans le secteur public, ils sont attachés, par exemple, à la fiscalité. Et c'est de l'aide qu'ils nous apportent là, qui est très, très importante. À la douane, travailler dans le monde médical. Oui. Il y a plusieurs
endroits qui travaillent, qui vraiment aident la productivité aussi de la secteur public. Et notamment, vous citiez la fiscalité. C'est aujourd'hui un sujet très important pour votre pays, puisqu'il n'y a pas assez d'argent qui rentre dans les caisses. Absolument. Donc ça, vous comptez beaucoup sur leur travail. Pour assister, on compte sur eux pour assister à trouver l'argent, aussi de réformer nos lois et aussi de veiller plus fort qu'avant ce qui a été remis d'ici ailleurs. Parce qu'en grande partie, le problème qu'on a, et ce n'est pas seulement un problème de l'Afrique, du Ghana, c'est un problème continental. De plus partie de l'argent qui a été créé ici ne reste pas chez nous. C'est exporté ailleurs. Ça part à Dubaï, ça part... Mais Monsieur le Président, puisqu'on parlait des échanges avec d'autres pays, aujourd'hui, il y a un pays qui est très offensif aussi sur le continent africain, c'est l'Allemagne. Angela Merkel est venue vous rencontrer en août dernier. On a appris que les Allemands comptaient monter une usine Volkswagen ici implantée. Alors, ce sera de l'assemblage. Hein. Mais quand on sait que l'économie allemande est beaucoup basée sur l'exportation de ces produits, est-ce que vous ne redoutez pas, vous, qu'elle s'offre un nouveau marché ici à bon compte, puisque elle ne va faire ici que de l'assemblage et elle ne va pas produire ces voitures au Ghana? Mais on verra bien, parce que les conventions qu'on rédige avec eux prévoient qu'il y aura au début l'assemblée. Voilà, l'assemblage. Et après, vous voulez faire évoluer ça vers de la fabrication. Et de la fabrication. Alors, si après quelques temps, on voit que ce ne sera pas ça, on va revoir les relations entre un et un. Monsieur le Président, vous parliez tout à l'heure de la pauvreté dans votre pays parce qu'elle concerne encore 24% de la population. Et ce que l'on sait, c'est que le nombre de millionnaires ces dernières années est en très très forte croissance. Il augmente beaucoup plus vite que dans la moyenne des pays d'Afrique. Or, la protection sociale est plus faible que dans la moyenne des pays d'Afrique. Vous qui êtes d'inspiration libérale, est-ce que vous souhaitez tout de même remédier à ce déséquilibre et à ce creusement des inégalités? Je pense que c'est important qu'on fasse ça. On doit essayer d'équilibrer et balancer toutes les forces sociales de le pays pour avoir un certain sort d'universalité dans le mouvement national. Parce que si c'est un mouvement qui reste réduit à quelques secteurs de la population qui bénéficient et les autres ne bénéficient pas, on n'arrivera pas à rassembler les forces et la puissance de toute la population. Et moi, je vois ça comme quelque chose de négatif. Libéral dans le sens que je pense vraiment que l'ingénuité, la créativité, le sens de l'innovation qu'il y a chez toi, chez moi, est extrêmement importante pour le développement et l'évolution de l'être humain. Et je pense que les sociétés qui sont dirigistes, qui essayent d'emballer tout avec des principes très rigides dans la distribution de la richesse, dans la distribution de pensées, tout ça. On a vu ça dans le XXe siècle. Ça n'a pas marché. Mais alors que reste, quel est le rôle de l'État à vos yeux aujourd'hui? Il n'est pas quand même d'assurer un filet social? Le rôle de l'État, vraiment, c'est d'essayer de maintenir cet équilibre. De faire en sorte que si on voit que certains secteurs de la population ne bénéficient pas de ce qui se passe, d'essayer de remonter la politique, de refaire les lois, de refaire, de suggérer la façon qu'on peut reconstruire la société pour que tout le monde... Je pense que l'État a un rôle important à jouer, très important. Mais ce n'est pas un rôle dirigiste, à mon avis.
Mais justement, pour compléter la question de Sophie Malibaud, elle pointe cette question de protection sociale. Hein. C'est le rapporteur spécial des Nations Unies sur la pauvreté et les droits de l'homme qui a souligné que votre gouvernement ne finançait pas assez la protection sociale. C'est 1,4%, alors que la moyenne en Afrique, c'est 2,1%. Oui, est-ce que vous vous engagez, vous, même si l'État... Elle a parlé de ce qui était avant que je suis là. Non, mais est-ce que... Non, mais c'est important. Je sais bien. Il faut que demander. Je sais bien, Monsieur le parce Président. que ça aussi, vous dire ce qu'on cherche à faire. D'accord. S'il la met dans les chiffres, ce qui était avant que je suis au pouvoir. Et maintenant que vous êtes là, est-ce que, par exemple, sur la protection sociale, vous allez augmenter le budget de l'État? Il faut remonter parce que c'est important. Il faut le remonter. C'est important pour l'équilibre. C'est important pour la justice sociale. On essaie de faire ça. Donc c'est un engagement pour le futur. Par exemple, la gratuité de l'enseignement secondaire. C'est très important. Très important. Et c'était une promesse de votre campagne. Ouais. Et vous l'avez... Je ne sais pas si ça a été mis en compte dans ces chiffres. D'accord. Je suis presque certain que ça Mais ça, c'est la protection sociale. Ouais, ça fait partie de la protection sociale. Ouais. Parce qu'avant l'introduction de cette politique, il y avait chaque année au moins 100 000 jeunes étudiants qui n'arrivent pas à faire la transition de l'école primaire à l'école secondaire. Pas parce qu'ils n'en veulent pas l'aptitude, mais parce que leurs parents n'avaient pas l'argent à payer les livres, les cahiers. Les cahiers, les livres. Les fournitures scolaires. Tout ça. Et dans un certain nombre de... Mais ça a été fait depuis qu'on était là, avec notre politique. 300 000 Ghanéennes sont de cette deuxième année. La première année, c'était plus que 90 personnes. La deuxième année, c'est presque 200 000 qui fait passer à la scolarité secondaire. Pour montrer que vraiment, c'est une politique qui aussi vise à reconstruire, à rééquilibrer les balances sociales. Et on parlait bilan, donc vous êtes à mi-mandat. Qu'est-ce qui est plus difficile que vous n'escomptiez au début? Qu'est-ce qui ne démarre pas du tout aussi vite que vous le souhaiteriez? Mais je pense que c'est la structure de l'administration. Pour moi, ça, c'est l'héritage de plus lourd. C'est la façon que l'administration travaille. Elle n'est pas efficace? Pas aussi efficace qu'elle devrait l'être. Et qu'est-ce que vous faites pour ça? On est en train de faire des réformes des hommes, des réformes des structures, des réformes d'organisation. Mais vous voyez, ça, c'est pas les choses qui donnent les bénéfices demain, ou après-demain. Ça prend un peu de temps. À quelle échéance voyez-vous la réforme de cette administration pour qu'elle soit efficace? 3-4 ans. 3-4 ans. Au-delà de votre premier mandat. 2020... Vous êtes très gentil. Vous m'avez déjà accordé un deuxième mandat. Non, c'est une de nos questions. Question, Monsieur le Président. Parce qu'on rentre dans les 2 années là, avant la fin de votre premier mandat, vous serez candidat à un deuxième mandat? On verra bien. Il y a aussi mon parti qui doit être satisfait avec mon travail. Pour dire si ils vont me présenter encore, je ne sais pas. Il faut aussi pour moi de décider si je veux, parce que ce n'est pas facile. Le travail, ce n'est pas facile. Et vous pensez prendre votre décision à quelle échéance? Comment Vous pensez afficher votre décision à quel moment? Je pense qu'au début de l'année prochaine, ça doit être clair dans mon esprit et aussi pour le parti. Parce que ce sera l'année de l'élection, en fait. Oui, et alors au début de l'année, on doit prendre la décision. Marie-Line. Votre mission est plus difficile que vous ne pensiez? Je ne pense pas que c'est plus difficile que je pensais, parce que j'ai toujours pensé que ce sera difficile. C'est pourquoi c'est difficile. On fait quelque chose qui vraiment, je ne sais pas si c'est unique, mais c'est rare dans l'histoire d'utiliser les moyens démocratiques
des valeurs des institutions démocratiques pour faire évoluer et progresser un pays pauvre. C'est ça qui est le plus difficile? Hein? C'est ça le plus difficile? Regardez le monde. Les valeurs démocratiques n'ont pas rentré en France jusqu'au XXe siècle. Au Xe siècle, de la révolution industrielle qui s'est passée en Europe n'a été pas passée dans les conditions démocratiques. Même l'évolution des pays dans l'Asie, cette évolution n'a pas passé dans le moment démocratique de leur pays. Si vous voulez les démocraties... ce que vous dites là. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est pourquoi je dis que je ne pense pas que c'est unique, mais c'est rare d'avoir cette conjoncture. On utilise pas des moyens autoritaires, pas les moyens dirigistes pour faire sortir un pays de la pauvreté de masse à un pays, si vous voulez, plus ou moins développé et riche. Vous considérez comme un laboratoire sur le continent africain en cette matière? Monsieur le Président, on ne peut pas faire le laboratoire des hommes ou des êtres humains. Mais c'est ce que je dis, ce que je pense, que c'est un parcours qui est difficile à cause des principes qui amènent ce parcours. Il y a une question d'ordre régional aussi, puisque 2020, c'est la date, normalement, c'était la date qui était choisie pour la mise en place d'une monnaie commune à l'échelle de la région ouest-africaine. Vous êtes impliqué dans ce projet. Quel est son état d'avancement? Est-ce que vous pensez que la date de 2020 est toujours tenable pour une convergence des économies de la région? J'espère bien, parce qu'on a eu plusieurs dates au passé qu'on n'a pas... Oui, qui est déjà reportée. Et si c'est possible, qu'on fait à ce moment-là, arrive là, on verra bien. Mais il y a des conditions structurelles qu'on doit dépasser. Un est les relations de la franc-zone avec la Banque de France. Ça, c'est quelque chose... C'est la fin du franc CFA derrière cette politique de monnaie commune. Et vous y êtes favorable à la fin du franc CFA? Bien sûr, moi, parce que je pense qu'une monnaie commune pour l'Afrique occidentale aidera nous tous dans la région, aidera le commerce entre nous, aidera le développement de nos économies. Je ne dis pas que dans la zone franc, il n'y a pas d'évolution et tout ça, mais si on n'arrive pas à élargir le marché, un marché qui comprend tous ces 15 pays, l'Afrique occidentale, je pense que c'est un marché qui sera beaucoup plus dur, beaucoup plus profond, beaucoup plus performant pour nous tous que le marché qu'on a. Mais vous mentionnez donc les relations de la Banque de France avec la zone franc CFA. Vous voulez dire que c'est là qu'il y a un frein pour l'évolution de ce projet? J'hésite à utiliser le mot frein, mais je dis que ça fait partie des problèmes structurels qu'on doit essayer de combler. C'est ça ce que je vous dis. Qu'est-ce que vous attendez précisément? Qu'est-ce qui doit être fait? Je ne sais pas, on est en train de négocier, on est en train de parler, de voir de façon où les Nigériens, nous-mêmes, les Guinéens, les Sierra-Léonais, les Gambiens, les Libériens qui n'ont pas parti de la zone franc, comment on peut vraiment avoir une relation avec ce pays de la zone franc qui est positif pour nous tous, qui fait qu'on pourra pousser nos économies. C'est ça le problème. Mais vous avez entendu le vice-président italien Luigi Di Maio déclarer récemment que ce franc CFA, il était vraiment responsable de toutes les misères de l'Afrique et même du fait que les migrants arrivent sur les côtes européennes. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Ça, sont des déclarations. C'est pas quelque chose que je voudrais traiter dans cet entretien. Qui d'ailleurs, Madame Géa... Alors, parlons un peu de l'actualité internationale. Il y a une actualité internationale aujourd'hui, mais qui concerne notre pays, c'est le Brexit.
La sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, elle est prévue pour le 29 mars. Ça ne se passe pas très bien, hein. Il n'y a toujours pas d'accord. Qu'est-ce que ça va changer pour votre pays, le Ghana? Vous faites partie du Commonwealth. C'est plutôt une bonne chose parce que vous allez retrouver des relations bilatérales et donc... Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais ce que je sais que dans les relations qu'on a avec l'Angleterre, la Grande-Bretagne, restera toujours très fort. Ça a été très fort avant l'indépendance, après l'indépendance, et je pense que ça va rester toujours très fort. On est en train de voir l'impact sur nous de cette évolution. Ça peut être positif parce que l'aide au développement que finançait la Grande-Bretagne, elle va le faire maintenant en accord bilatéral. Donc peut-être qu'elle va réserver ça à quelques... Ce n'est pas l'aide britannique que attends, c'est l'investissement des Anglais. C'est l'investissement des entreprises privées britanniques. Ce n'est pas l'aide britannique qui me concerne. Et l'investissement des entreprises françaises aussi, j'imagine, c'est aussi un sujet. Et qui augmente. Oui. Qui augmente et on cherche l'augmentation. On a des bonnes relations avec la France. Des relations économiques entre le Ghana et la France est positive pour nous. Et on voit immédiatement, ça se voit, on est entouré par le pays francophone. Et d'avoir des relations privilégiées, si vous voulez, avec la France, et c'est une bonne chose pour nous au Ghana. Alors justement, le président français était le premier président français à venir faire une visite d'État ici au Ghana, à vous visiter. Quel regard vous portez, vous, sur la politique d'Emmanuel Macron à destination du continent africain? Est-ce que vous trouvez qu'elle change beaucoup de ce qui était pratiqué auparavant? Pas tellement, mais ce que j'ai ressenti de lui est quelqu'un qui cherche à trouver un bon chemin pour traiter l'avenir entre l'Europe, surtout, même plus que la France, l'Europe et l'Afrique. Quand il était là, il a parlé plutôt de ça que de la relation franco-ghanéenne. Il a mis l'accent sur la façon que l'Europe et l'Afrique peuvent coopérer. Il a raison, parce que vraiment, ça c'est une relation, si vous voulez, sur le plan géographique, sur le plan historique, stratégique, et une relation très importante. C'est la Méditerranée qui nous sépare. Alors, si on trouve une formule, une façon d'accroître, d'augmenter, approfondir ces relations, ce sera quelque chose très positif pour nous. Est-ce que vous avez été déçu, vous qui vous êtes vraiment rapproché de la francophonie, puisque c'est vous-même en tant que ministre des Affaires étrangères en 2006 qui avez obtenu ce statut d'État associé à la francophonie. Mais vous avez été déçu de ce qui s'est passé sur les visas pour les étudiants en France? L'augmentation des études, la difficulté pour les étudiants d'accéder en France? On continue à discuter, de voir ce qu'on peut avancer là, ce dossier. Vous discutez sur le nombre de bourses octroyées aux étudiants, c'est ça, pour qu'ils puissent continuer à venir faire leurs études? C'est ça. Mais est-ce que cette décision vous a déçu ou est-ce que vous pensez que ça fait partie d'un tout? Ça a été pris et on travaille avec la réalité. Vous êtes pragmatique. Il nous reste quelques minutes, Monsieur le Président, pour aborder encore quelques questions. Dans cette région d'Afrique de l'Ouest, vous êtes considéré comme un îlot de stabilité démocratique, de sécurité. Vous êtes en charge d'une médiation dans la crise que traverse votre voisin, le Togo. J'ai été. Pour l'instant, je ne suis plus impliqué. Vous n'êtes plus... Depuis le dernier sommet de la CEDEAO, où la médiation a été mise à fin, je suis voisin, très intime, très proche. Mais est-ce que vous êtes inquiet de la tournure de la situation en tant que voisin, justement? J'imagine que ça vous importe beaucoup la stabilité dans ce pays. Quel est le regard que vous portez sur l'évolution de cette situation aujourd'hui? Le regard qui fait qu'on est en train
on était toujours dans la discussion avec les responsables Togo, aussi bien l'opposition que les responsables de l'État, pour essayer de pousser les gens dans les compromis, dans une voie qui amène qu'il y aura un consensus sur la façon d'aborder l'avenir du Togo. C'est ça que notre... Parce que vous qui venez d'un pays où l'alternance a eu lieu plusieurs fois, vous estimez que dans ce pays, le Togo, où l'alternance n'a jamais eu lieu, il faudrait que les moyens soient mis pour que ça arrive? Je ne peux pas dire il faudrait. Ça, c'est les problèmes pour les Togolais, pas pour moi. Surtout pas pour moi en tant que leader du Ghana. Ce n'est pas moi qui va décrire ce qu'il doit faire au Togo. Mais je sais que les choses de plus importantes est d'arriver à avoir une vie normale, politique normale au Togo. Je pense que c'est ça qu'ils cherchent à... Et de façon plus globale, si on regarde le Sahel, on parlait d'Emmanuel Macron tout à l'heure, vous connaissez l'intervention de Barkhane et vous savez toute l'instabilité de cette zone et comment le Burkina, votre voisin, est très affecté par le sujet ces derniers temps. Quel est votre regard sur cette politique européenne et même plus large de maintien de la paix et d'intervention par la défense et par la sécurité? La menace terroriste, l'Afrique occidentale, c'est le plus grand défi qu'on a actuellement dans toute la région. Trouver les moyens sécuritaires, militaires, politiques de faire réduire cette menace. Je pense que dans la mesure qu'on n'est pas arrivé à résoudre la crise libyenne, ça va rester toujours difficile pour nous de faire en sorte que les djihadistes qui sont basés au Mali, maintenant qui sont au Nigeria et tout ça, peuvent baiser les armes. Il y a une grande force diplomatique qui est soutenue par l'Afrique, l'Union africaine, pour voir dans quelle mesure on peut résoudre, si vous voulez, la crise libyenne. Mais ça monte et ça porte pour nous des difficultés énormes. Surtout que vous avez dans les pays qui sont les pays pauvres, alors qu'ils ne disposent pas les moyens importants pour faire face aux défis sécuritaires. Et dans ce sens, l'alliance, le partnership qu'il y a entre les pays comme le vôtre, les autres pays européens avec nous sont un partnership qui est extrêmement important pour essayer de stabiliser nos pays. Mais c'est quelque chose dont on ne parle pas tellement dans le monde, qu'on doit parler plus pour arriver. Il nous reste vraiment quelques minutes. On arrive à la fin de cet entretien. Mais même pas 2-3 minutes, Monsieur le Président. Une minute, madame. Une minute. Alors, ça fait... je voulais quand même, pour terminer cet entretien, Monsieur le Président, le Ghana, qui est salué pour sa liberté de la presse, premier pays en Afrique, vous êtes même classé devant la France par Reporters sans frontières. Selon à ce tableau, il y a eu l'assassinat le mois dernier de ce journaliste d'investigation, Ahmed Hussein, suite à des révélations sur la corruption dans le monde du football. Vous avez condamné évidemment très fermement ce meurtre. La justice est saisie. Mais concernant la lutte contre la corruption, dont vous aviez fait un des thèmes de votre campagne, vous avez même nommé un procureur spécial
spécial. Quels sont les résultats aujourd'hui contre cette lutte, pour cette lutte contre la corruption, sachant qu'il y a quand même eu un journaliste qui a été assassiné parce qu'il a dénoncé cette corruption? On ne sait pas exactement pourquoi il a été tué. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est le délai qui a mis pour attraper les gens responsables. C'est ça qui me gêne. Ça vous embête, ça? Oui, ça m'embête beaucoup. Les 6 arrestations. Il y a 6 arrestations. Les gens ont été donnés bail. Des gens ont été libérés. Oui. Et Monsieur le Président... Et on n'était pas encore fixé vraiment la personne ou les personnes qu'on peut amener devant la justice directement. Alors c'est quelque chose... Mais la lutte contre la corruption, il y a plusieurs façons et côtés de cette lutte qui ne visent pas automatiquement aussi la condamnation des gens dans au droit pénal. Il y a des règles, des réglementations qui sont faites pour essayer de réduire le gaspillage de ressources. On peut donner plusieurs exemples de procurement. La différence qui a été faite, les pannes que l'État a eu depuis dans mon période par rapport avec l'ère précédente, quelque chose qui montre que maintenant les structures de régime de procurement travaillent beaucoup plus efficacement qu'avant. Mais Monsieur le Président, la corruption, cela génère de la violence politique. Et ça, c'est un aspect qui inquiète beaucoup, parce qu'il y a ces milices qui veulent faire le travail de la police à la place de la police. Est-ce que vous pensez agir là-dessus? Vous qui avez été capable de ramener la paix dans le nord du pays, est-ce que vous ne pouvez pas agir contre les nervistes de votre propre parti eux-mêmes? C'est la dernière question. On est en train de le faire. Vous êtes en train de le faire? On est en train de le faire, on fait l'affaire. Alors, ce sera le mot de la fin, Monsieur le Président. Vous êtes... Enfin, finalement. Voilà, parce que je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien, et je le souligne en français, ici, à Accra, dans la capitale de votre pays. Merci infiniment d'avoir accepté de faire cet entretien en français. Merci d'avoir répondu à nos questions, celles de TV5 Monde, bien sûr, mais aussi à celles de Sophie Malibaud de RFI et de Marilyn Baumard du journal Le Monde. On se retrouve la semaine prochaine à Paris, en plateau. Merci à tous pour votre fidélité. À très vite.